Salut à tous, bienvenue dans le Tour du Monde, la vidéo qui vous fait le récap des actualités internationales de la semaine. Cette semaine a démarré par une extension de la trêve dans la bande de Gaza, initialement prévue pour terminer mardi soir. Sous l'égide du Qatar, cette trêve a été prolongée de 2 jours. Parallèlement, une série de libérations d'otages a eu lieu avec la remise de plusieurs groupes d'otages. Au total, 110 Israéliens ont été libérés depuis le début du conflit, dont 105 pendant la trêve. Selon les autorités israéliennes, 137 restent encore aux mains du Hamas et d'autres groupes armés. En échange des otages libérés, 240 Palestiniens ont été relâchés des prisons israéliennes. Dans le cadre de l'accord de trêve, plusieurs centaines de camions chargés d'aide ont pu entrer depuis vendredi 24 novembre dans la bande de Gaza via le poste frontière de Rafah avec l'Égypte. Une partie d'entre eux ont réussi à gagner le nord de la bande de Gaza, la partie du territoire la plus dévastée par la guerre. Mais la situation humanitaire à Gaza reste encore catastrophique selon l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient. Il faudrait l'arrivée de 200 camions par jour pendant au moins 2 mois, a également affirmé l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Plus de la moitié des logements de l'enclave ont été endommagés ou détruits par la guerre selon l'ONU et 1,7 million des 2,4 millions d'habitants ont été déplacés. Après une nuit d'intenses négociations qui n'ont pas abouti à la reconduction de la pause humanitaire, les combats ont repris dès 7h du matin ce vendredi. La reprise des bombardements israéliens dans la bande de Gaza a fait au moins 178 morts, a annoncé le ministère de la Santé de la bande de Gaza seulement pour la journée de vendredi. Cette semaine, la communauté internationale a fortement condamné les violences en Cisjordanie. Selon l'ONU, depuis le 7 octobre, plus de 250 attaques contre les Palestiniens en Cisjordanie par des colons juifs ont été menées, causant la mort de 8 Palestiniens dont un enfant. La Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, est le théâtre de tensions récurrentes entre les Palestiniens et les Israéliens. En Cisjordanie, 490 000 colons vivent au milieu de 3 millions de Palestiniens. Ces colonies sont considérées par l'ONU comme illégales au regard du droit international. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé lors d'une conférence de presse jeudi soir à Tel Aviv que les États-Unis envisageraient d'imposer des sanctions aux colons extrémistes en Cisjordanie. Cette annonce a été faite suite à la rencontre avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem le même jour. Mardi encore, 2 adolescents palestiniens ont été tués lors de heurts avec l'armée israélienne en Cisjordanie. La COP28 qui a débuté jeudi rassemble 197 États et l'Union Européenne, tous réunis pour débattre de l'avenir de notre planète. L'enjeu principal de cette rencontre annuelle est cette année d'établir le bilan sur l'efficacité des accords de Paris qui visent à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Face à une réalité climatique alarmante, l'objectif est clair, élaborer un texte ambitieux visant à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et également mettre au point une stratégie pour tendre vers les 1,5 degrés de réchauffement climatique d'ici la fin du siècle. La conférence va être dominé par des discussions résumées en 3 points majeurs. Tout d'abord, sur l'avenir des énergies fossiles. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté les leaders mondiaux à envisager un avenir sans combustibles fossiles pour freiner le réchauffement climatique, soulignant que réduire leur utilisation ne suffit pas. Cette position contraste avec celle du président de la COP28, Sultan Ahmed Al-Jaber, qui souhaite continuer d'utiliser ces énergies. Une position qui a poussé Hilda N, ancienne présidente des îles Marshall, à démissionner du principal conseil consultatif de la COP28. Elle a exprimé sa profonde déception face au soutien des Émirats arabes unis à l'utilisation continue des combustibles fossiles. Lors de la COP26 en 2021, un accord a été conclu pour un abandon progressif du charbon, mais la question de la cessation complète de la production des énergies fossiles n'avait pas été abordée. Ainsi, de multiples ONG et l'Union européenne envisagent un texte dans lequel figurerait un abandon progressif des combustibles fossiles. Les énergies renouvelables sont au cœur des débats également. Les États-Unis, l'Union européenne et les Émirats visent un objectif ambitieux, tripler les capacités d'énergie renouvelable. Une initiative essentielle pour la transition énergétique. La question du financement est aussi un enjeu majeur de la COP28, un fonds établi lors de la COP27 en Égypte pour indemniser les pays en développement les plus affectés par le réchauffement climatique pose encore question. Ce fonds, appelé perte et dommages, doit encore être discuté sur les contributions financières. Il y a un désaccord sur qui devrait financer ce fonds. Les pays en développement soutiennent que les pays riches, responsables historiques des émissions importantes de gaz à effet de serre, devraient assumer les coûts. En revanche, les pays riches s'interrogent sur l'utilisation de ces fonds. La COP28 se déroule ainsi dans un contexte de crise climatique aiguë avec des prévisions alarmantes de l'ONU annonçant un réchauffement possible entre 2,5 et 2,9 degrés d'ici la fin du siècle. Le Kenya, l'Éthiopie et la Somalie font face à des inondations dévastatrices d'une ampleur sans précédent après des pluies diluviennes. En Somalie, les inondations ont entraîné des déplacements de plus d'1 million de personnes, exacerbant la crise humanitaire déjà critique due à la sécheresse et au conflit. Les pluies diluviennes ont submergé de vastes étendues de terre. Détruisant les récoltes et les habitations. Les inondations ont fait au moins 260 morts et déplacé plus de 1 million de personnes selon les dernières estimations. Ces inondations surviennent après une période de sécheresse sévère qui a laissé des millions de personnes dans le besoin. La Corne de l'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique, subissant des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquemment et intenses. Le phénomène El Niño, associé à des températures plus élevées, des sécheresses dans certaines régions du monde et de fortes pluies dans d'autres, est en partie responsable de ces conditions météorologiques extrêmes.
On poursuit notre tour du monde des actualités en Espagne avec la réélection de Pedro Sánchez au poste de Premier ministre. Pedro Sánchez, membre du Parti socialiste ouvrier espagnol, a été réélu Premier ministre de l'Espagne à la suite d'un vote à la majorité au Congrès des députés. Sa victoire a été obtenue avec une marge très étroite de 179 voix pour et 171 contre, sans aucune abstention. Cette réélection est marquée par des négociations politiques tendues et des accords avec divers partis, notamment les indépendantistes catalans. Pedro Sánchez a justifié une loi d'amnistie controversée pour les indépendantistes catalans poursuivis entre 2012 et 2023 pour tentative de sécession en échange de leur soutien. Ce projet de loi était perçu par certains comme une trahison provoquant des manifestations à Madrid avec des participants principalement issus de l'opposition de droite et d'extrême droite. Le mécontentement s'est étendu à divers secteurs de la société espagnole, y compris chez certains électeurs socialistes. Pedro Sánchez doit maintenant naviguer dans un contexte politique complexe. Montée des tensions entre le Venezuela et le Guyana centrée sur la région d'Essequibo. Cette semaine, le président vénézuélien Nicolás Maduro a annoncé un référendum qui aura lieu ce dimanche pour décider si cette région peut devenir une nouvelle région vénézuélienne ou pas. Pour comprendre la revendication de cette région qui appartient au Guyana, il faut revenir dans le passé. En 1811, lorsque le Venezuela proclame son indépendance, il inclut l'Essequibo dans ses frontières. Toutefois, les frontières dans l'Amérique du Sud de cette époque sont instables. Le Royaume-Uni, qui contrôlait la colonie voisine, redessine les frontières quelques années plus tard et revendique 80 000 km² supplémentaires. En 1899, malgré les protestations vénézuéliennes, une cour d'arbitrage à Paris soutient les Britanniques. Mais en 1949, des révélations sur la pression britannique sur cette cour relancent les revendications vénézuéliennes. Londres a alors signé un accord avec le Venezuela pour remédier à ce différend. Les années sont passées et le Guyana est devenu indépendante et a hérité de ce conflit. Les tensions ont ressurgi en 2015 avec la découverte d'importantes réserves pétrolières offshore par ExxonMobil au large de l'Essequibo. Le Guyana, choisissant de collaborer avec ExxonMobil, déclenche la colère de Caracas, qui déclare illégales ses concessions pétrolières dans la région. Pour le Venezuela, en proie de graves difficultés économiques, récupérer l'Essequibo signifie accéder à des ressources précieuses comme le gaz, le pétrole, l'or et d'autres métaux. Ce référendum, donc, considéré comme une escalade dans ce litige territorial, a soulevé des inquiétudes internationales. La Cour internationale de justice, l'organe judiciaire principal des Nations Unies, a interdit au Venezuela de prendre des mesures unilatérales concernant ce conflit frontalier, ce qui n'a pas empêché le Venezuela de poursuivre ses plans. Ce référendum, lancé par Maduro, intervient à quelques mois des élections présidentielles et semble être une manœuvre pour rallier le soutien national autour d'une cause commune.